avec Kamel Amroun, j'ai créé Nexus Luxembourg en automne 2023. C'était juste quelques semaines après que Dockler Holding avait annoncé avoir liquidé la société Far West, achetée seulement quelques années auparavant pour un montant non divulgué. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Paper Jam. Kamel Amroun, fondateur de The Dot et cofondateur de Nexus Luxembourg, répond aux questions de Mike Codinger lors du Paper Jam Together, le rendez-vous des PME d'avril. Je le précise, car Far West était le producteur du salon Tech ICT Spring, et je commence par ceci pour plusieurs raisons. Et d'abord, en toute transparence et aussi comme disclaimer, oui, Kamel et moi, nous sommes associés dans un groupement d'intérêt économique qui produit Nexus. Mais je commence aussi par ceci, Kamel, car Far West était ta première boîte, enfin la première boîte dont tu étais actionnaire, certes minoritaire, et qui était fondée par Fabien Moretti. Quand tu es arrivé chez Far West en 2007, de mémoire, Fabien se concentrait sur les marchés des ressources humaines et après du marketing, et rapidement tu lui as proposé de développer le marché de la tech. Kamel, parle-nous de tes 14 années quand même, chez Far West. Tu es entré, si je ne me trompe pas, comme Business Development Manager. Tu es devenu associé, puis CEO, avant de quitter l'entreprise en cédant tes parts. Quel parcours? Explique-nous. Bon, déjà, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci à Mike pour l'invitation. Je n'ai pas l'habitude de m'étaler un peu sur ma vie et je crois que c'est la première fois que je fais ça. Donc, effectivement, j'ai commencé chez Far West, pas Far West. Donc Far West, qui est pour moi une école fantastique, qui m'a appris énormément de choses. Je suis rentré en tant que stagiaire. Pour la petite anecdote, je rentre en tant que stagiaire donc en mai. Et Fabien Moretti j'ai essayé de raccourcir mon stage et il m'a embauché avant la fin de mon stage. Ce qui était quand même assez intéressant puisqu'il aurait pu profiter de me payer en tant que stagiaire jusqu'à la fin, mais il a accepté en fait de m'embaucher avant. Et au début, en fait, j'étais pas fait pour faire de la tech au sein de Far West. Il voulait en fait développer une plateforme, un LinkedIn de la finance. LinkedIn n'était pas ce qui était aujourd'hui. Et Fabien, pour ceux qui connaissent, c'est quelqu'un de très créatif. Il a toujours plein d'idées et il y avait cette plateforme qui devait être faite. Mais la plateforme, niveau tech, à l'époque, le développement mettait un peu de temps et donc il fallait que je fasse autre chose, il fallait que je fasse quelque chose. Et il avait cette communauté, effectivement, qui était HR1, qui était la plus grande communauté de DRH au Luxembourg. Certains d'entre vous la connaissent ou l'ont connue. Et donc, on s'est dit rapidement, pourquoi on ne peut pas faire la même chose, mais en IT. Et il n'y avait rien en IT. Le directeur informatique était considéré comme celui qui changeait les imprimantes, ou quand on avait un problème, on l'appelait parce qu'on n'arrivait pas à utiliser le téléphone. Et ce n'était pas ce qui était aujourd'hui. Et donc, on a décidé de lancer une communauté IT qui s'appelait IT One. Donc IT One, il n'y avait vraiment rien au Luxembourg. Et l'idée, elle était simple. Il y avait la communauté HR1 qui avait en fait un média, il y avait un guide, il y avait des awards avec le DRH de l'année. On n'a pas réinventé la roue. On a repris exactement ce que Fabien avait créé au niveau HR pour le faire en IT. Et ça s'appelait IT One. Donc HR1, IT One. Et donc, on a commencé comme ça. Effectivement, j'ai commencé en tant que Business Development Manager. Mais vu qu'on était 5 ou 6, pas plus, au sein de la boîte, j'ai tout fait de A à Z. Je me souviens, même pour le premier gala, c'est même moi qui mettais les badges. On imprimait les badges et c'est moi qui mis les badges avec les lanyards, etc. J'avais accueilli à l'époque Jean-Louis Schiltz, qui était premier speaker et le fondateur de Skype, au gala. C'était à Luxembourgville. Et Jean-Louis, pour la petite histoire, et j'arrête pas de lui dire à chaque fois, il m'avait complètement snobé. Bon, il était ministre à l'époque. Et j'arrête pas de lui dire, maintenant, on est un peu plus amis. Et c'était assez marrant de voir un peu cette évolution-là. Donc, on fait IT One. Vite, on s'est aperçu que le marché du Luxembourg était assez petit, donc on a décidé de faire la promotion de l'IT à l'étranger. Et j'allais dans des salons
C'était génial parce que j'étais à New York, à Abu Dhabi, etc. Et l'idée, c'est qu'on allait dans des salons, même au CeBIT notamment, et on avait des stands. Et dans ces stands-là, c'était pas un stand IT One, parce qu'on n'avait pas d'intérêt à aller vendre nos services là-bas, mais c'était un stand Luxembourg où on faisait la promotion de l'IT. Et on avait fait je me souviens, un petit fascicule où on faisait la promotion du Luxembourg avec tous les avantages du Luxembourg. Et à l'époque, les avantages du Luxembourg, c'était taxes, IP, data center. Il y avait toute cette stratégie data center qui devait être créée avec IBRC, qui aujourd'hui fait partie du groupe, qui fait partie du groupe Post, mais qui est maintenant intégré dans DIP. Et c'est toute la stratégie de Jean-Louis Suisse à l'époque qu'il avait mis en place. Et on s'est dit, mais on va faire la promotion du Luxembourg à l'étranger et attirer des boîtes IT. Au bout de 2-3 ans, j'ai dit à Fabien, écoute, il y en a marre d'aller à l'étranger et de leur dire, venez, le Luxembourg, c'est bien. On va faire un truc au Luxembourg et attirer les boîtes tech au Luxembourg. Et c'est de là qu'est né ICT Spring. J'ai fait un business plan que j'ai présenté avec Fabien et on a confondé après ICT Spring qui a connu le succès qui était. Et j'ai fait plein de choses en même temps puisqu'on avait d'autres communautés en finance, InsurTech, etc. Et j'ai baigné dedans pendant 14 ans et c'était génial parce qu'il n'y avait rien. Je me souviens, on avait même utilisé les fax. Au tout début, en 2007, on prenait des fax, c'est incroyable. Ça n'a pas duré longtemps, je vous rassure, mais on avait envoyé une série de fax à plein de gens pour la base de données. À l'époque, GDPR n'existait pas, donc ça, heureusement, parce que sinon, aujourd'hui, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait. Et on a fait toute cette base de données. J'ai contacté des gens super connus de la place, et c'était génial parce qu'on prenait notre téléphone et on arrivait à avoir une personne qui était sommité et arrivait à nous aider, à nous donner 2-3 noms, etc. Et j'avais rempli cette base de données comme ça de la tech. Donc voilà. Donc c'est la bonne école. Super école, franchement. Après avoir quitté Far West, tu lances immédiatement The Dots. T'as un problème avec Far West. Far West. V. En tout cas, tu lances immédiatement The Dots, ton agence marketing spécialisée sur la tech. Là, c'est le moment où tu deviens vraiment entrepreneur. Avant, tu n'étais finalement qu'un associé junior d'une boîte dont tu n'étais pas le créateur. Quelle était ta plus grande peur quand tu t'es lancé en août 2021 ? Alors, ça va vous paraître bizarre. Bon, déjà, je me considère comme intrapreneur. Il y a eu 2 étapes. Il y a eu Far West, effectivement, où Fabien m'a laissé énormément de liberté, mais vraiment j'ai pu tout créer. C'est grâce à lui que j'ai pu arriver là. Ça a été top. Et ensuite il y a eu le rachat d'Ocler. Donc là il y a encore eu une autre étape parce que je deviens CEO et là les responsabilités, le reporting, énormément de choses. J'ai appris énormément de choses. C'était une super histoire. J'étais pas intrapreneur, mais même j'étais encore intrapreneur, mais j'avais cette fonction de CEO. Et ensuite, arrive ce qui arrive avec Docler, et je décide de créer The Dots. Et franchement, j'avais pas peur. Alors, il faut savoir une chose, j'ai très rarement peur. Enfin, j'ai pas peur parce que j'ai une grosse confiance en moi. Et je me dis, et en fait, pour être honnête, je suis du genre à si je fais une course et qu'il y a quelqu'un qui est à côté de moi, je me dis je peux accélérer quand je veux pour repartir. Donc en fait dans ma tête je me suis dit, alors je ne saurais pas trop le dire, mais comme ça vous avez une petite histoire. Dès que je me suis fait virer, je me suis dit, une personne m'a appelé de la place, beaucoup de gens m'ont appelé d'ailleurs. Une d'elles m'a appelé, elle m'a dit qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai dit à ton avis. Je dis je vais faire la même chose que dans la tech. Et je vais les défoncer. C'est super. Et cette personne-là m'a dit, il y a quelques mois, elle m'a dit, quand tu m'as dit ça, je me dis, mais il est fou, Far West, c'est quand même un gros, c'est quand même très connu dans la place, etc. Tu vas avoir du mal. Mais au final, ça s'est bien passé. Donc voilà, donc je passe effectivement d'intrapreneur à entrepreneur, avec plein d'idées. Au début, j'avais plein d'idées. Le camel sans filtre, juste pour la petite histoire. Je suis venu avec plein d'idées. Donc si tu regardes encore même mon PC, j'ai plein de projets. Donc j'en crée tout le temps, texte suprême courte, etc. Toutes ces choses que vous avez vues. Et Camel sans filtre, c'était rigolo parce que, bon, c'est le jeu de mots, pour ceux qui fument. Moi, je ne fume pas, je suis anti-cigarette, pour info. Mais j'avais une idée de faire un podcast, parce que c'était un peu la mode, faire un podcast. J'avais déjà des noms de plein de personnalités à inviter.
D'ailleurs, ils avaient même accepté à l'époque. Sacha Bailly, si tu m'entends. Il y avait des gens comme ça. Et donc, c'était Kamel sans filtre. Et dans ma tête, c'était on va tous les fumer. Parce que j'étais dans une mode guerrier, compétition, etc., qui est bien d'un côté, mais d'un autre côté, il faut faire un peu attention. Il ne faut pas se focaliser en disant je veux me venger ou quoi que ce soit, ce qui n'était pas une vengeance, mais c'est ce qui m'a permis en fait de créer The Dots et d'avoir cette motivation. Je voulais faire une équipe commando, être que 5 ou 6 personnes, pas plus. Je me suis dit, j'ai 5-6 personnes, je vais faire des choses fun, etc. Ça a bien démarré sur cette optique-là. Et j'ai grandi, mais il faut que je fasse attention, parce que là, maintenant, on est 13, et je préfère... il faut que je fasse attention, parce que j'ai pas envie d'être à plus que 15. Donc en 21, tu n'avais pas peur. Maintenant, on est presque 5 ans après. Ta plus grande fierté sur le chemin parcouru avec The Dots? D'être dans ton top 100. non, en fait, je rigole. Tout juste, hein. Je rigole. Non, je suis tout juste, mais justement, ça c'est rigolo parce que j'ai pas d'ego ou quoi que ce soit en me disant oui, j'ai réussi ou quoi. Pour moi, franchement, ça va te paraître bizarre. J'ai pas l'impression d'avoir fait encore des trucs de fou. Mais on va venir maintenant sur ça. Si tu devrais parler de toi-même, justement, tu as déjà commencé. Tu parles de toi-même comme d'une autre personne. Que dirais-tu quelles sont les principales qualités de l'entrepreneur Kamel Amroun, vu de l'extérieur? Vu de l'extérieur, il a plein d'énergie, il va super vite, mais il est fatigant. On allait arriver aux défauts après. Ah, les défauts. Ok, les deux vont avec, mais en fait, tu le vis. Tu le vis tous les jours. mais en fait, oui, super positif. Et je pense que c'est ce qu'un entrepreneur doit avoir comme qualité. Il doit être tout le temps positif. Il ne doit jamais baisser les bras. Et on dit pour un mal, un bien. Et en fait, je ne sais pas si tu connais cette anecdote. Je vais la raconter rapidement parce que c'est intéressant. C'est l'histoire d'un roi et son valet. Alors le roi, le valet suit toujours le roi, il était toujours avec lui. Et à chaque fois qu'il arrivait à un truc un peu désobligeant ou malheureux pour le roi, le valet lui dit toujours Monseigneur, pour un mal pour un bien, un mal pour un bien. Et effectivement, le roi dit oui, tu as raison, il ne faut pas dramatiser, etc. À chaque fois, c'était comme ça. Un jour, il partent à la chasse et malheureusement, le roi se fait attaquer et se fait manger la main. Et donc, le roi se retrouve infirme. Le valet, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit quoi, à ton avis? Un mal pour un bien. Le roi pète un plomb. Je suis infirme, mais là, tu es en train de me dire ça. Donc, il s'énerve et le roi, il le met au cachot. À vie. Tu tires en prison, etc. Il s'énerve contre son valet. 10 ans passent. Donc, pendant 10 ans, le valet est au cachot. Les villageois, les hommes partent faire une expédition et ils se font attaquer par des indigènes. Donc, la grande majorité des hommes de ce royaume se fait laminer, meurt. Sauf le roi. Parce que ces indigènes avaient une règle, ils se sont dit, mais on va pas faire de mal aux femmes, aux enfants et aux infirmes. Et donc le roi rentre au palais et il se retrouve donc, lui, à pleurer. Il va voir le valet et il lui dit, écoute, je t'ai enfermé pendant 10 ans, je m'en excuse. Tu me dis là, tu m'as dit pour un mal pour un bien, et en fait, vous voyez ce qui s'est passé, ils ont tué tout le monde, sauf moi, parce que j'étais infirme. Et si je m'étais pas fait manger la main par ce lion, je serais mort comme les autres. Et il lui dit, j'espère que tu ne m'en veux pas. Et le valet lui fait, non, je ne t'en veux pas. Le roi, il dit, waouh, t'es vraiment exceptionnel, tu m'en veux pas alors que tu as perdu 10 ans de ta vie. Le valet lui dit, oui, mais pour un mal pour un bien, parce que si tu ne m'avais pas mis en prison, je serais mort avec les autres. Donc, c'est un peu ma philosophie. Donc, à chaque fois qu'il m'arrive un truc de mal, et franchement, on n'arrive pas trop, quand on voit ce qui se passe à l'extérieur, on peut vraiment être chanceux. Je me dis, voilà, il faut dépasser tout ça. Et voilà comment je vois la vie. Et c'est comme ça que j'espère que les gens me voient. Et après, je l'ai écrit dans l'interview précédente, je parle beaucoup d'antifragilité. Les gens parlent de résilience. Je l'ai vu plein de fois, ce mot résilience, en IT, en tech, etc. Il faut être résilient, les data centers, etc. Moi, je vais au-delà de ça, il faut être antifragile. C'est un concept de Nassim Taleb qui dit, en fait, être résilient, c'est résister au choc.
Être antifragile, ça va encore plus loin. C'est non seulement on résiste au choc, mais on se renforce et on devient encore plus fort. Alors, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Je dis, ah oui, c'est comme ça, je ne vais pas résister, je vais faire encore mieux. Donc, voilà. Donc, si un jour quelqu'un me fait du mal, c'est un message. Donc, quand tu dis Fabien, tu parlais de vouloir inventer un LinkedIn pour la finance Luxembourg. Ça n'a pas marché. Plein ont essayé d'ailleurs. Mais aujourd'hui, sur LinkedIn, tu es suivi par, j'ai vérifié, 28 000 personnes. Parenthèse ouverte, petit fun fact, on a d'ailleurs que 3 800 connexions en commun. Donc, il y en a plein d'autres. Tu es un pro du networking, on peut le dire. Tu connais du monde aux quatre bouts du monde. Tu voyages pour les grands events de la tech et parfois même pour les plus petits. Tu voyages aux États-Unis, Singapour, l'Afrique du Nord. Tu connais du monde, Luxembourg, en France, un peu partout en Europe. Oui, tu connais du monde, mais ce qui est important, c'est qu'il y a pas mal de monde qui te connaît aussi. Et ce n'est pas la même chose. Tu es apprécié. Dis-nous, parmi les 28 000 personnes de ton réseau, qui est la personne la plus influente? La plus influente, une personne à qui tu as accès, bien entendu. Alors là, je crois que la plus influente que je connaisse, elle n'est pas sur LinkedIn, mais écoute, je ne saurais pas te dire. Mike Cunningham. Ou les personnes. Toi. Les 2-3 personnes les plus influentes qui te viennent à l'esprit. Xavier Bettel. Ouais. Toi. Non, mais franchement, je ne saurais pas dire. En fait, pour moi, alors, ça va te paraître un peu... Pour moi, tout le monde est influent. Franchement, je ne fais pas de différence. Tu vas voir que ce soit, entre guillemets, de la femme de ménage jusqu'au big boss, pour moi, alors, et c'est peut-être dérangeant parce qu'on va me dire, oui, Kamel, tu ne fais pas des salam alek à tout le monde, etc. Je ne suis pas du tout comme ça. Donc, ce qui fait que je vais être, mais vraiment, et c'est pas faire de la démagogie ou quoi, mais c'est même... Ça peut être dérangeant d'un côté, mais le côté, ça me permet que quand je rencontre quelqu'un de super influent, c'est pas je m'en tape. Mais en fait, non, mais en fait, c'est pareil. Non, mais c'est pareil. Je veux dire, tu sais, j'ai fait. Alors, il y a des choses. Je ne fais jamais de selfie. Tu vois, je suis pas là, mais selfie. Oui, j'ai vu un tel. On fera tout à l'heure alors. Non, mais tu verras, j'en fais très très peu. Ou ceux que tu vois, c'est pas moi qui les ai faits. Et il y avait cette photo qu'on a fait avec Nexus, avec le fondateur de Coinbase, de Rakuten. C'était une photo à 300 milliards. J'ai d'autres photos. J'ai d'autres moments où j'étais même plus près avec Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple. Quasiment personne ne le sait, pendant 1 heure. J'ai parlé avec le gars qui a créé Watson d'IBM, Dave Ferrucci, le gars qui a fait Jeopardy. Ça, c'est des gens géniaux. Le mec qui a créé TED, Richard Solomon, et tu le verras jamais. Et je le dis pas parce que, je sais pas, c'est pas de la modestie ou quoi. C'est que pour moi, c'est pareil. Et rencontrer. Là, tu l'as quand même dit. Hein. Comment ? Là, tu l'as quand même dit. Là, j'ai dit, c'est vrai. mais tu vois, non, mais si tu prends, je vais parler aussi bien avec le mec qui me vend des kebabs à côté de chez moi à Strassen qu'à Dave Ferrucci ou En tout cas, tu as un réseau. Donc, on ne connaît pas la personne la plus influente. On va aller voir tout à l'heure dans les 28 000. Pour un entrepreneur, pour être un peu plus généraliste pour tout le monde ici en salle, est-ce que pour un entrepreneur, le réseau, sans réseau, c'est la plus grande valeur ? Alors, je pense que oui. Alors, c'est la plus grande valeur et il faut absolument la travailler. Et pour la travailler, alors, faut la faire de façon... Alors, moi, je pense qu'il faut la faire de façon naturelle. C'est le plus simple parce que derrière, les gens voient que tu n'as rien à attendre en retour. Moi, ce qui fait la chance de mon réseau, entre guillemets, c'est que quand j'ai fait quelque chose, je le fais vraiment de bon cœur, je pense. C'est comme ça que je l'ai construit. Plein de gens m'ont aidé et j'ai aidé plein de gens et je pense que c'est du donnant-donnant et il faut travailler son réseau, il faut networker, il faut rencontrer les gens, il faut être bienveillant et à un moment donné ça grandit, etc. On dit qu'on est à 5 poignées de main de n'importe qui dans le monde. J'ai fait la vérification, oui, je suis à 1 poignée de main de Donald Trump par exemple et donc ça veut dire que toi tu as 2 tu es à 2 puisque Obama, par exemple, tu as 1 poignée de main d'Obama. Donc, si tu fais le calcul, mais n'importe qui. Et de toute façon, si vous êtes à 1 poignée de main de moi ou de Mike, vous êtes à moins de 5 poignées de main de n'importe qui dans le monde. Donc, pour un jeune entrepreneur ou quelqu'un qui arrive au Luxembourg, qui est nouveau au Luxembourg, qui démarre à zéro dans son réseau local, comment est-ce qu'il fait sur 12 mois ? Il arrive, il s'installe, ouvre son compte à la Spurcaisse, puis il se lance.
Comment est-ce qu'il fait pour passer de zéro contacts locaux à un nombre consistant sur 12 mois? Ça dépend déjà du secteur dans lequel il est. S'il est dans la tech, il faut qu'il vienne à mes events. Oui, on est d'accord. Non, sinon déjà, il faut qu'il participe, il faut qu'il aille aux événements. Après, vivre au Luxembourg aussi, je pense que ça joue pas mal. Il faut sortir, etc. Mais pas que. Et il faut aller sur LinkedIn. Il ne faut pas hésiter à contacter les gens. Les gens, généralement, dans la grande majorité, sont bienveillants, répondent, etc. Même si maintenant, c'est devenu un peu du n'importe quoi LinkedIn et on voit des pseudo-influenceurs qui racontent n'importe quoi. Il faut faire très attention à eux et pas forcément suivre ces gens-là. En général, il y a vraiment, vraiment beaucoup de bienveillance. Et quand on y va avec la bonne intention, en se disant « je veux créer mon réseau » et en écoutant ces personnes-là, on peut facilement se faire ce réseau. Et forcément, il faut bouger, il faut se forcer à y aller. Et surtout quand on n'a pas d'enfants et quand on a le temps à y aller, etc. Et qu'on n'a pas une famille, c'est plus facile. Et il faut le faire maintenant. En tout cas, tu parlais d'un jeune, c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Et il va découvrir un super pays, un super écosystème ici. Qu'est-ce qu'il lui faut comme d'autres qualités? Donc il faut qu'il ait son réseau. Quelqu'un qui fonde une boîte aujourd'hui à Luxembourg, je ne parle pas forcément de start-up parce qu'elles sont déjà tellement encadrées de partout, mais d'une entreprise en général, qu'est-ce qui sont les qualités qu'il faut avoir d'un point de vue, je dirais à la fois humain et après peut-être des compétences plus métiers ou techniques en général de management? Humain, déjà, ne rien lâcher, être antifragile comme je le dis, ne pas baisser les bras à la moindre chose, être pessimiste. Tu sais, des fois, tu as des personnes qui sont là et le moindre truc, c'est un problème. Moi, ça me rend dingue parce que il faut vite trouver une solution. Après, moi, je suis peut-être mal placé parce que comme je vais très vite, je m'agace très vite et je m'ennuie très vite. Donc, c'est peut-être, j'ai peut-être pas cette vision-là, mais moi, ça m'agace. Donc, il faut que la personne soit positive. C'est vraiment, vraiment le plus important. Soit positive, soit bienveillant. La bienveillance, on dit oui, Kamel, t'es trop gentil. Au début, oui, mais j'ai plein d'histoires où je te dis oui, j'ai été super gentil avec des gens. On m'a dit pourquoi t'es comme ça avec eux. Mais au final, quelques années après, on voit bien que j'ai eu raison d'être comme ça avec ces gens-là. Parce qu'on peut très vite se tromper sur des gens. Ne pas avoir de préjugés aussi sur les gens. Parce que des fois, on peut se dire, mais ce gars m'a fait ce coup et je bosse pas avec. Mais au final, c'est juste des malentendus. Juste des malentendus. Et il faut communiquer. Il faut vraiment communiquer. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens. C'est compliqué parce que c'est aussi une manière d'être. Il faut avoir l'habitude de ne pas être timide. Moi, par exemple, vous croyez que je ne suis pas timide, mais je suis très timide. Est-ce qu'on peut lancer une boîte aujourd'hui, n'importe laquelle, sans être un minimum intéressé ou fasciné ou un peu cultivé sur la tech ou sur l'IA? Alors, forcément, je suis un peu biaisé par cette question. Mais oui, impossible. C'est vraiment impossible. Si tu prends même l'agriculteur aujourd'hui, le fermier qui est là et qui doit faire pousser ses tomates, il doit passer par la technologie et par l'IA. Sur Nexus, on va faire venir quelqu'un d'assez exceptionnel. Je ne vous dis pas le nom, vous verrez plus tard. C'est pas encore annoncé, mais en fait, il a une technologie incroyable qui permet, sans OGM, avec de l'IA, et permet en fait de tuer toutes les mauvaises... les mauvaises herbes, etc. et tout, rien qu'avec une impulsion électrique, mais c'est l'IA qui fait ça. Et si on veut réussir, oui. Après, si on veut faire son propre potager, ok. Mais si on veut créer une société, la technologie, c'est super important. L'IA, encore pire. La cybersécurité, il faut faire très attention. Il y a plein de choses. Et celui qui n'est pas un minimum concerné par la technologie, il va se faire très, très vite dépasser. Et ça va ultra rapidement. Mais tu sais, c'est comme les téléphones portables ou Internet à l'époque. C'est même encore plus qu'Internet. Là, aujourd'hui, tu me dis, est-ce qu'on peut faire du business un minimum sans être sur Internet? Tu me répondrais quoi? Ça dépend. Dis-moi. Peut-être un bon boulanger. Peut-être comment? Un bon boulanger, peut-être. Un bon boulanger, oui, mais il faut qu'il ait du réseau. Le bon boulanger, je te donne un exemple, le bon boulanger, oui, il va avoir des clients qui vont arriver, mais comment ces clients sont arrivés? C'est parce qu'il a mis un jour un poste, ah mais super boulangerie dans le coin de la rue, etc. et autres. Peut-être pas lui, mais indirectement, c'est la tech. Après, ça dépend, s'il veut juste vendre et vivre tranquillement. Mais je pense qu'on est aligné là-dessus. On nous parle d'ailleurs, du matin au soir, on nous parle de l'IA. Souvent d'opportunités, on parle de gains de productivité, on parle d'automatisation, après on parle de menaces, d'éthique, de gouvernance, de perte d'emploi. Kamel, tu es aussi un père de famille. À la maison,
parlez-vous du futur des métiers, du travail? Comment ça se passe le soir chez les Amroun à la table? Alors, j'ai 2 enfants, donc un garçon et une fille, 6 ans et 9 ans, enfin 5 ans, bientôt 6 et 9 ans. Il y en a un, il est à fond dans les technologies, les inventions, etc. Donc, juste pour la petite histoire, je lui ai dit on va créer un jeu, lui et moi, avec Claude Aya. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont des super questions, ils sont ultra créatifs. Et encore ce matin, j'ai déposé ma fille, elle me dit papa, pourquoi tu as un bureau tout seul? Je lui dis est-ce que parce que tu es le chef? Je lui dis oui, mais je lui dis est-ce que c'est bien d'être le chef? Elle me dit non, il faut qu'il y ait que des chefs partout. Donc tu vois, des enfants comme ça, ils ont déjà cette créativité, la technologie va les aider encore plus. On parle un peu. Mon fils, quand il me dit demande à ChatGPT, quand je lui ai pas la réponse, il est ultra curieux dans plein de questions. Lui, c'est directement demande à ChatGPT. Et je lui explique aussi, attention, ChatGPT, des fois, il peut faire des erreurs, etc. Après, c'est excellent parce que on a 2 perruches à la maison et les perruches, il a voulu regarder combien de temps elles vivaient, etc. Il dit bon, elles vivent 15 ans, et comment on peut faire, etc. Qu'est-ce qui va se passer dans 15 ans? Mais ils ont énormément d'informations. Et ça, c'est génial. Pour nos enfants, je pense qu'il ne faut pas avoir peur parce que c'est le moment, effectivement, où c'est comme nous. On sait utiliser un smartphone, etc. On sait utiliser Internet. Nos grands-parents, pas du tout. Donc ça sera la même chose pour eux. Ils vont nous dépasser très très rapidement. L'IA, on l'utilise plus ChatGPT. Et là, comme je t'ai dit, il veut créer un jeu. Donc tu as les enfants qui sont jeunes, mais parce qu'au départ, tu es jeune aussi. Je pense qu'on peut dire que tu es jeune. D'ailleurs, tu as 43 ans. Tu pourrais même encore rejoindre la Fédération des jeunes dirigeants. Est-ce que vous pensez que je fais les 43 ans parce que... Tu pourrais encore rejoindre la Fédération des jeunes dirigeants. Tu ne fumes pas, tu l'as déjà dit, tu ne bois pas, tu pratiques du sport, tu es un excellent coureur de course d'ailleurs. On parlait de qualité des entrepreneurs, discipline, persévérance, etc. 2 questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Est-ce qu'il y a un bon âge pour lancer une entreprise? Et deuxième question, est-ce que le sport est le bon allié pour un entrepreneur? Tu répondras dans l'ordre que tu veux. Première question, alors il n'y a pas de bon âge. J'ai vu aussi bien des jeunes qui ont 17, 18 ans, qui ont créé leur société. Une en cybersécurité, Beyond Security, c'était un hacker. Son histoire est super intéressante. Bon, comment il a créé sa société? C'était un hacker. Il se fait arrêter par le FBI. Le matin, 6 heures du matin, les flics qui viennent, flingue sur la tempe. Le gars, il avait volé en fait un logiciel à la NSA, etc. Et donc lui, il a créé Beyond Security, il avait 17 ans. Parce que en fait, après, quand il se fait arrêter, la NSA l'embauche, etc. Et après, il crée son logiciel. 17 ans. KFC, quand il a créé, je crois qu'il avait plus de 60 ans. Il y a de tout. Et même dans la tech, je connais des personnes très âgées qui veulent encore créer des choses. Je côtoie assez souvent Marc Hollandi qui a été président d'Apple. C'est lui qui a fait revenir d'ailleurs Steve Jobs donc chez Apple. Lui, je lui dis, mais il a plus de 80 ans. La dernière fois, j'ai fait Marco, mais qu'est-ce qui t'inspire encore? Pourquoi tu es toujours en train de... Il me dit, parce que j'aime ça, je veux le faire, etc. Encore hier, une personne qui a fait, je crois qu'il m'a dit, il a investi dans 13 boîtes, il a créé 2 boîtes, il a fait 2 beaux exits dans les fintech. Et là, c'est Click4Charge. Il a créé après Click4Charge, Gilles Moreau. Histoire hallucinante, si tu écoutes. Et donc maintenant, il me dit, il a 60 ans. Donc désolé, Gilles, si je divulgue pour le sport, alors? Comment? Et pour le sport? Et le sport? Alors le sport, le truc, c'est qu'il faut avoir le temps d'en faire. Alors, est-ce que c'est ça qui me... Alors, ce qui est sûr, c'est que quand je me remets à faire du sport, quand je me remets à courir, j'ai encore plus d'énergie. Alors, donc, c'est ce qui m'aide. Mais j'aimerais vraiment en faire beaucoup plus parce que tu le vois bien, je devrais en faire un peu plus. On ne pourra pas terminer cette conversation sans parler un peu de Nexus quand même. On n'a que 2 éditions. Nexus est devenu le plus grand event business de Luxembourg. Franchement, ça s'est passé vite. Je ne me rappelle plus exactement du début. Quels sont tes souvenirs de ces premiers moments d'automne 2023 lorsqu'on a été en contact pour ce projet? Alors, toi tu ne te souviens pas, peut-être, enfin pas tout, mais moi je me souviens bien. J'ai même regardé sur LinkedIn. Je savais que tu allais me poser la question, j'ai fait un screenshot de notre conversation. Je ne vais pas divulguer toute la conversation.
À un moment donné, tu me dis, à deux, on pourrait être très crédible. Mais tu pourrais peut-être monter tout seul aussi, à voir ce qui serait plus malin. Donc tu me dis, peut-être que tu pourrais le faire seul, mais peut-être qu'à deux, on pourrait. Du genre, est-ce que tu veux le faire avec moi? Et moi, je te dis, je le monte pas seul, je préfère le faire avec toi. Je n'ai aucun ego sur ce genre de choses. Alors, et l'histoire, après, on la connaît. Alors, pourquoi j'ai fait ça? L'idée, c'est que j'ai vite compris que un événement comme ça, et c'était pareil pour ICT Spring, hein, on n'était pas seul. On avait un advisory board, on avait des gens comme Jean Hilger, qui est très connu ici à l'HProCast, qui nous a beaucoup aidé, qui est maintenant retraité, mais qui était un ancien de l'HProCast, qui était président de l'advisory board. On avait Georges Schmitt, etc. Donc effectivement, on a l'impression qu'on était seul, mais on avait derrière des gens qui nous aidaient, le ministère de l'économie, etc. Et donc je me suis dit, la prochaine fois que je fais un truc, je fais un GIE. Et je t'ai dit, Mike, oui, tu m'as dit qu'est-ce que tu comptes faire, et je t'ai dit oui, et j'ai un plan, et j'ai déjà tout. En fait, j'avais déjà réfléchi à tout ça, mais je ne voulais pas le faire tant que ICT Spring existait, pour plein de raisons, pas rentrer en concurrence, j'avais encore plein de choses à faire, donc j'aurais pu aussi bien m'en passer. Et le fait que tu m'aies écrit après sur LinkedIn, qu'est-ce que tu comptes faire, voici l'histoire, et ça a été effectivement très vite, et ça se passe, je pense, très bien. Moi, la partie que je me rappelle, c'était il fallait aller vite parce qu'on voulait prendre les dates existantes de ICT Spring l'année d'après. Et comme on n'avait pas le temps de faire toute la partie juridique et formaliser tout ça, on s'est dit on va travailler 50-50, on va risquer 50-50 et on va partager 50-50. Et comme on n'a pas le temps de faire le contrat parce qu'il faut se lancer, on fera le contrat après. Le premier qui n'est pas satisfait, avant de se fâcher, il va le dire à l'autre. Et je trouve que c'est une bonne façon. C'est peut-être pas conseillé par tous les justement, faut qu'on en tous les risk managers. Mais c'est une bonne façon de faire l'entrepreneuriat. Alors on va arriver à la toute dernière question avant qu'Adèle vienne avec 2-3 questions peut-être du public ou une parce qu'on a dépassé le temps. Nexus dans 5 ans, on sera en 2031. Qu'est-ce que sera Nexus dans 5 ans? Est-ce que tu seras à la retraite, toi? Ah ben non. Mince, non, je plaisante. Non, c'est une blague au cas où, on ne sait jamais. Hein. Et désolé, Mac, mais tu ne m'as pas donné les questions avant, donc maintenant c'est comme ça. Non, dans 5 ans, on veut faire 10 000 personnes cette année. Je ne suis pas certain qu'on puisse... on n'est pas un pays qui peut accueillir 100 000 personnes comme un Vivatech. On n'a pas des infrastructures pour. Dans 5 ans, il faut que ce soit l'événement mais le plus haut de gamme qui est dans le monde, pas forcément dans l'IA, parce qu'il y aura sûrement autre chose. Il y a le quantum qui arrive, etc. Ça va très vite. Je pense qu'on aurait une équipe 100% dédiée, ça c'est certain. Pas des gens de chez The Dot, c'est des gens de chez Paper Jam qui bossent toute l'année. Voilà, mais on aura vraiment on a je crois 2 ou 3 employés, 2,5 pur Nexus, mais qu'on n'ait que des employés Nexus, qu'on ait une entité peut-être à part. Là, c'est un GIE, donc peut-être ça restera un GIE, mais voilà, dans 5 ans, c'est ça. On verra. Hein. Et après, surtout pas vendre. On verra aussi chez Adèle, parce que je pense qu'il a des questions, et pour éviter qu'on dépasse trop dans le temps. Alors, je vais prendre la question qui a eu le plus de likes, à savoir 1. Quels sont en 2026 les avantages les plus importants pour les PME et TPE dans l'univers de la tech et l'IA au Luxembourg par rapport à d'autres pays? Tu citais tout à l'heure le flyer où tu vantais les avantages du Luxembourg. Aujourd'hui, pourquoi une société devrait venir au Luxembourg? Pourquoi une société devrait venir au Luxembourg? Oui, les avantages. Ça dépend quel type de société. IT. IT, ouais. Une société IT au Luxembourg, aujourd'hui, c'est clair, c'est un formidable laboratoire de tests, parce qu'on a tout. C'est très concentré, et on peut facilement rencontrer n'importe qui. Mais vraiment, si on veut faire un POC, donc un Proof of Concept, et qu'on a une solution et qu'on veut la montrer, c'est très simple. Il y a Nexus aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a Nexus. Voilà. Ok. Je vais prendre une deuxième question. Une carrière impressionnante avec beaucoup de réussite. Bravo. Qu'est-ce qui continue encore à t'animer, te motiver? Et quels sont les projets qui te font encore rêver aujourd'hui? Alors, carrière impressionnante ou succès, franchement, c'est pas encore le cas. C'est quelqu'un qui t'aime bien dans la salle. Comment? C'est quelqu'un qui t'aime bien dans la salle. Merci beaucoup. Alors,
Franchement, c'est pas de la fausse modestie, mais vraiment, je pense que je suis encore très très loin de ce que je peux faire. Et qu'est-ce qui me motive encore ? Je sais pas. Je m'amuse. Qu'est-ce qui me motive encore ? Je m'amuse. J'adore ce pays. J'adore les gens qui y vivent. Alors, il y a le patron de Lemonway qui m'a dit, qui est très connu, qui est Damien Guermont-Pré. J'ai discuté avec lui et il m'a dit, quand je lui explique tout ça, il me fait, mais tu sais, Kamel, tu aurais été dans n'importe quel autre pays, ça aurait été pareil. Il m'a dit ça, il m'a dit, tu aurais été en France, c'était pareil, parce que quand il était au groupe Auchan, il m'a dit, tu aurais monté pareil. Et je lui dis, je ne pense pas. Vraiment, personne ne le sait. Et je pense vraiment pas. Dans n'importe quel autre pays, ça n'aurait pas été la même chose. Et donc, ce qui m'anime, c'est vraiment qu'on est vraiment dans un environnement et on doit vraiment, vraiment être très, très, très content de ce qu'on a. Ne pas oublier, ne pas lâcher, ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure qui en longueur de journée disent que des choses négatives. Oui, il y a des choses qui ne vont pas, mais il faut être constructif. Il ne faut pas oublier aussi qu'à l'étranger, les gens nous regardent. Et de plus en plus. Moi, dans mon école de commerce, j'ai des gens qui sont à Hong Kong, des anciens collègues. Et la première fois qu'il m'a dit, oui, mais quand j'aurais dit que j'étais au Luxembourg 1 ou 2 ans après, mais c'est le pays, les LuxLeaks, etc. Mais pas du tout. Mais vous ne vous rendez pas compte comment c'est génial le Luxembourg. Une d'elles de Zurich est venue faire une formation ici. Il y a 3 semaines, elle m'a dit, mais t'as raison Kamel, c'est génial le Luxembourg. Mais c'est ça qu'il faut se dire. Mais vraiment, vraiment, on est chanceux. Et il faut arrêter de suivre des pseudo-influenceurs qui racontent n'importe quoi sur les réseaux, sur le Luxembourg. Le patron de Remschwem m'a écrit en me disant, mais c'est quoi ces types-là qui à chaque fois font du bashing sur le Luxembourg ? Oui, il y a des choses à améliorer, on le sait, mais on est en famille, on est là ici, on est tous dans le même bateau, on est tous pour réussir tous ensemble une super histoire. Il y a des pays effectivement qui sont concurrents et il faut aller de l'avant. Et ce qui me motive, c'est ça peut-être, c'est essayer d'aller plus loin et essayer de travailler ensemble pour un better for tomorrow, pour reprendre la tagline de Nexus, pour nos enfants surtout. Moi, ce qui me motive, c'est ça en fait. C'est mes enfants. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou à votre question. Alors, je vais encore prendre vraiment une dernière question, mais il faudra aller vite. Quelles sont les erreurs à éviter absolument en lançant son entreprise au Luxembourg dans l'IT ? Il y a 6 likes. Comment ? Il y a 6 likes. Ouais. Et les erreurs à éviter quand on veut lancer une boîte IT ? Ouais. Croire qu'on peut faire sans The Dots. Merci Kamel Amroun. Tu voulais une réponse courte ? Merci Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci Kamel, merci Mike pour ce partage d'expérience. Vraiment inspirant, merci. Le prochain rendez-vous des Paper Jam Together sera avec Carol Benz pour nous parler d'une nouvelle génération d'entrepreneurs à la croisée de la tradition et de l'innovation le vendredi 22 mai. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains podcasts.